Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire d'information sur notre Fonds national de lutte contre le racisme, qui va être uniquement dédié pour le financement des projets 2024-2025. On avait à peu près plus d'une centaine d'inscrits. Donc, on va peut-être attendre 2 petites minutes, le temps de donner la chance aux personnes inscrites de pouvoir se joindre. Merci d'être là. Je pense qu'on va commencer la session d'information. Comme je le disais, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, mon nom c'est Ibrahima. Avant tout, bonjour et bienvenue encore. Et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette session d'information sur le financement des projets de notre Fonds national de lutte contre le racisme. Je m'appelle Ibrahim Gueye et je suis le directeur associé des investissements communautaires ici à la Fondation canadienne des relations raciales. Je ne suis pas seul, comme vous le voyez à l'écran. J'ai mes collègues avec moi qui sont ici présents, qui vont non seulement présenter les informations, mais aussi ils jouent un rôle très important dans l'évaluation des demandes ainsi que le suivi et la coordination des subvention une fois que votre demande est approuvée. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Léandre de se présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Léon Knawel. Je suis responsable de partenariat ici à la Fondation. Maintenant, je vais passer la parole à Nargès. Merci Léandre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Narges Guettat et je suis gestionnaire de programme pour le département Québec de la Fondation canadienne des relations raciales. Jamal, à toi. Bonjour, je m'appelle Jamal et je suis la coordinateur régional pour l'Ontario. Et je passe la parole à Armand. Bonjour tout le monde, je m'appelle Armand Nogossier. Merci. Merci. Martin, il est là ou pas? Donc, on a Armand qui est notre adjoint administratif, mais aussi il y a Martin Aquino qui est quelque part derrière, qui est l'adjoint aux communications. Ils sont vraiment aussi, ils jouent un rôle très important dans la mise en place de ce webinaire. Donc, j'aimerais juste, avant de commencer, pour mentionner quelque chose, comme quoi que cette session sera enregistrée et sera disponible sur notre site web aujourd'hui ou demain ou plus tard, et qu'aussi les diapositives vont vous être envoyées pour toutes les personnes qui se sont inscrites, bien sûr. On a eu une session en anglais qui a eu hier. Et l'enregistrement est déjà disponible sur notre site web. Donc, si vous êtes là et que par erreur,
vous pensiez que c'est la session en anglais et que vous avez raté cette session, la session d'hier, vous pouvez avoir accès à l'enregistrement à partir de notre site web. Avant de commencer, nous aimerions prendre le temps pour une reconnaissance des terres. Donc, je tiens à souligner que le territoire à partir duquel je m'adresse à vous euh, se trouve sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Credit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et que ces terres abritent de nombreux membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais également que la terre de Toronto, où je me trouve et où se trouvent les bureaux de la Fondation canadienne des relations raciales, est couverte par le traité numéro 13 avec les Mississauga de Credit et le traité Williams. Comme il s'agit d'une rencontre entre personnes vivant sur de nombreux territoires différents, il est également essentiel que nous reconnaissons les nombreux peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui y vivent. Nous reconnaissons les gardiens traditionnels de ces terres d'un océan à l'autre et les nombreux groupes distincts des peuples autochtones ayant leur propre langue, leurs coutumes et leur propre territoire. Sans oublier ceux qui ont élu domicile sur ces terres depuis des dizaines de milliers d'années. Tout en reconnaissant les gardiens traditionnels de ces terres, il nous faut également reconnaître les aînés, les dirigeants et les gardiens du savoir autochtone qui pourraient participer à cette session d'information et qui aussi soutiennent le travail de la Fondation canadienne des relations raciales. Nous sommes tous reconnaissants de pouvoir travailler avec vous et de travailler et de vivre et de travailler sur ces terres. Maintenant, je vais passer à l'ordre du jour de la session. Avant de passer aux détails de l'ordre du jour, j'aimerais, pour ceux qui sont familiers avec le Fonds national de lutte contre le racisme, surtout pour les subventions de projets, on a amélioré cette année un peu le processus de demande de subvention. Nous avons introduit deux étapes. Donc, la première étape, c'est une déclaration d'intérêt et la deuxième étape, c'est une demande complète. Donc, mes collègues discuteront en détail des composantes de chaque étape, mais ceci dans le but vraiment, si on a innové, c'est juste pour faciliter le processus et aussi rationaliser le processus pour ne pas vraiment faire perdre les gens beaucoup de temps à s'asseoir des heures à écrire une demande, mais au lieu de ça, une déclaration d'intérêt qui est moins pesant qu'une demande complète. Et une fois que vous avez passé l'étape, vous pouvez maintenant, on vous invitera à déposer une demande complète. Donc, pour l'ordre du jour, comme vous le voyez à l'écran, la session sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous aborderons les objectifs du Fonds national de lutte contre le racisme, les différentes thématiques et les objectifs et thématiques, ainsi que les résultats attendus. Nous passerons également en revue les admissibilités, les détails de financement et le processus de soumission. La deuxième partie sera consacrée à la période de questions et réponses. Et durant cette partie, durant la session, tout au long de la session, vous pouvez soumettre vos questions en utilisant le bouton Q&A en bas de votre écran. Nous les trierons tout au long de la séance et répondrons à la plupart d'entre elles durant la période de questions-réponses. Nous sommes nombreux, il faut noter que nous sommes nombreux et qu'on a à peu près 30 minutes allouées pour les questions. Donc, on va vraiment nous concentrer sur les questions reliées à tout ce qui est processus de financement, questions d'éligibilité, questions de soumission de rapport, toutes les questions relatives au comment faire une demande et quand faire une demande, par exemple.
Et nous allons répondre oralement à ça, mais le reste, si nous ne parvenons pas à répondre à toutes les questions, vous aurez toujours une occasion de nous contacter et de nous envoyer un courriel pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, la présentation va vous être envoyée, les diapositives vous seront également envoyées. Donc, nous passons maintenant à l'objectif du Fonds national de lutte contre le racisme. Donc, comme certains d'entre vous le savent, la Fondation canadienne des relations raciales s'efforce de renforcer le tissu social au Canada en aidant, habilitant et rassemblant les groupes et les organismes communautaires grâce à des subventions, des services et un réseau de partenariats dans le milieu de la recherche et le secteur privé et communautaire. Nous sommes une société d'État engagée à soutenir les organismes canadiens, communautaires et locaux qui se sont donnés pour mission d'éradiquer le racisme et la discrimination par la sensibilisation et l'éducation et de faire avancer les recommandations politiques visant des changements systémiques. La Fondation a été créée en 1996 par le gouvernement du Canada en tant que société d'État, issue de l'entente de redressement à l'égard des Canadiens d'origine japonaise, afin de réaffirmer les principes de justice et d'égalité pour tous au Canada. De ce fait, l'une des façons dont la Fondation contribue à la justice et à l'égalité des fonds nationaux, c'est-à-dire à l'égalité, excusez-moi, et le Fonds national de lutte contre le racisme, qui réaffirme notre engagement à créer un cadre national de lutte contre le racisme dans la société canadienne en renforçant la capacité des communautés et des organismes racialisés, des groupes religieux minoritaires et des peuples autochtones à mener à bien leur propre travail de lutte contre le racisme et en créant des occasions de dialogue, d'apprentissage, d'échanges constructifs avec le grand public. Au cours des 3 dernières années, depuis le lancement du Fonds national de lutte contre le racisme, nous avons versé près de 7,9 millions de dollars en soutien au travail de plus de 400 organismes canadiens. Et en 2024-2025, nous comptons octroyer 3 millions de dollars en subventions pour des événements, des initiatives et des projets antiracistes. Pour ce volet projet, 1 million de dollars euh, sera octroyé au projet d'initiative, excusez-moi, pour cette année. 1 million de dollars sera octroyé pour le volet initiative jeunesse et événements et 2 millions de dollars pour les projets antiracistes. Donc, c'est pour celui-là, pour ce volet, nous avons 2 millions de dollars à, à, comme disponible pour le financement. Cela dit, donc, merci pour votre présence. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Narges pour parler des thématiques et objectifs du volet projet. Merci et bienvenue encore. Merci, Ibrahima. Je vais maintenant passer en revue les thèmes, les objectifs des projets, de même que les résultats attendus. Les projets doivent effectivement concorder avec l'un ou plusieurs des thèmes et objectifs suivants. Il n'y a pas d'ordre particulier et nous souhaitons financer des activités dans tous les secteurs. Il s'agit notamment des projets en lien avec les barrières raciales et systémiques, et ce, en cherchant à réduire les obstacles à l'inclusion, en s'attaquant au racisme systémique dans l'éducation, les soins de santé, le système judiciaire, les services publics, l'emploi et la vie publique. Les projets liés à la recherche et l'éducation, et ce, en cherchant à promouvoir la disponibilité des données, des preuves et des observations des communautés sur les relations raciales au Canada et accroître leur accessibilité. La sensibilisation du public en informant sur les politiques publiques et en soulignant les obstacles systémiques et institutionnels.
le renforcement des communautés culturelles et interculturelles, et ce en créant des occasions d'expression interculturelle, en se reposant sur des débats et un dialogue sur la race et la religion, de façon à susciter la prise de conscience et favoriser la collaboration. En ce qui concerne les résultats attendus, les demandes devront permettre d'obtenir l'un ou plusieurs des résultats que vous voyez sur la diapo. Comme pour les précédents, ils ne sont pas dans un ordre particulier. Il s'agira notamment de sensibiliser le public aux enjeux des politiques publiques liées aux relations raciales et à la lutte contre le racisme et les crimes haineux, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale. Sensibiliser le public à la diversité culturelle au Canada. Sensibiliser davantage aux facteurs tels que la race, la culture, l'ethnicité ou la religion qui peuvent entraver la pleine participation de l'ensemble de la population canadienne à la société et à l'économie. Augmenter les connaissances sur le racisme et la discrimination afin de renforcer la capacité des communautés à lutter contre celles-ci. Je passe maintenant le relais à Léandre qui nous présentera d'autres critères pour ce volet projet. Merci, Narjaz. Donc, pour le financement de cette année, nous souhaitons attirer votre attention sur les priorités stratégiques de la Fondation. Les priorités stratégiques de la Fondation comprennent le soutien au changement de politique, le renforcement de la capacité des communautés à influencer les politiques publiques et à mobiliser les connaissances. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter notre site web et en savoir plus sur les politiques stratégiques de la Fondation dans la section à propos de nous. Bien que l'attention portée aux politiques publiques ne soit pas une exigence pour le financement des projets du Fonds national contre le racisme, la Fondation s'intéresse particulièrement aux projets qui visent à combler les lacunes des politiques publiques actuelles, qui offrent des alternatives viables au manquement de politiques publiques ou qui tentent de mettre en place de nouvelles politiques dont l'objectif est de démanteler le racisme systémique et d'abolir les obstacles structurels auxquels sont confrontés les Autochtones, les Noirs et d'autres communautés racialisées, ainsi que les groupes religieux minoritaires. Pour mieux identifier et soutenir les projets axés sur les politiques ayant une incidence sur les relations raciales au Canada, nous invitons les organismes à faire part des éléments de leurs projets qui sont liés aux politiques publiques, le cas échéant, dans leur déclaration d'intérêt. Donc, on a mis ici sur l'écran des exemples de projets dans l'optique et politique. Donc, nous avons les projets qui font appel à plusieurs stratégies comme des travaux de recherche informant les décideurs des répercussions du racisme systémique, les projets comprenant la conception des campagnes de sensibilisation des communautés afin d'influencer des changements de politique ou la création des programmes de sensibilisation renseignant le public sur les principaux enjeux stratégiques, les projets en collaboration avec d'autres organismes, paliers de gouvernement ou groupes communautaires qui exercent une influence sur les décisions politiques au niveau local, provincial ou national. Et ensuite, les projets qui comprennent l'élaboration des campagnes de sensibilisation qui mobilisent les communautés pour obtenir des changements politiques ou la création des programmes éducatifs qui sensibilisent le public et lui permettent de mieux comprendre les questions politiques clés. Donc, encore une fois, veuillez prendre note que l'optique politique n'est pas une exigence pour recevoir un financement du Fonds national de lutte contre le racisme. En matière d'admissibilité, ce financement est offert aux organismes suivants. Donc, le financement est disponible pour les organismes de bienfaisance canadiens
enregistrés, tels que reconnus par l'Agence du revenu du Canada et les organisations et associations canadiennes à but non lucratif. Ça comprend aussi les organismes des Premières Nations, Inuit et Métis du Canada. Les institutions publiques canadiennes non fédérales, telles que les municipalités, les institutions provinciales, les conseils scolaires, les écoles, les collèges et les universités, et aussi les organisations syndicales. Toutefois, le financement ne sera pas disponible pour les organismes suivants. Donc, les organismes à but lucratif, les institutions fédérales, les individus, les organismes dont le but est uniquement lié à une activité politique et les organismes communautaires ou grassroots, et c'est-à-dire un groupe de personnes qui travaillent sur un problème communautaire et le groupe n'est pas enregistré au niveau fédéral ou provincial en tant que comme œuvre de charité. Et on passe à la prochaine diapo, détail de la demande. Donc, pour ces volets au financement des projets, le processus est un peu différent, comme Ibrahima l'a noté. On commence avec la première étape, déclaration d'intérêt, sur laquelle nous nous concentrons aujourd'hui. Donc, la deuxième étape, il s'agit d'une demande complète. Si votre déclaration d'intérêt est acceptée, vous serez invité à participer à une séance d'information sur les demandes complètes. L'objectif de la déclaration d'intérêt est de fournir au personnel de la Fondation des renseignements de base qui lui permettant d'évaluer l'idée du projet et sa conformité avec le fonds. La déclaration d'intérêt permet d'évaluer l'admissibilité de l'organisme, sa capacité organisationnelle, l'idée du projet, les activités liées au projet, ainsi que le montant du financement demandé. En ce qui concerne le détail de financement, encore comme Ibrahim l'a dit, on a un montant de 2 millions de dollars disponibles. Pour tous les projets, les montants demandés peuvent varier entre 25 000 et 125 000. Les demandeurs ne peuvent faire qu'une seule demande. Les projets doivent être mis en œuvre entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Toutes les activités du projet doivent être terminées au plus tard le 31 mars 2026. La Fondation fournira 40% des fonds lors de la signature du contrat. Un autre 40% sera versé après avoir soumis un bref rapport intermédiaire. Le 20% restant sera débloqué après avoir soumis le rapport final. Le rapport final doit être soumis dans les 60 jours suivant la réalisation du projet. Les demandes concernant des projets qui sont actuellement financés par le ministère du Patrimoine canadien à travers soit le programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, anciennement connu comme le programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, ou le programme d'action et de lutte contre les racismes. Ces projets ne seront pas pris en considération, sauf si votre demande est axée vraiment sur l'extension du calendrier du projet ou l'élargissement du projet. Et la raison principale, c'est vraiment juste d'éviter la duplication des financements pour une même initiative. Et voici un aperçu des frais admissibles et après ça, on va passer aux frais non admissibles. Donc ici, les frais admissibles comprennent les frais de personnel, les coûts du projet comme les coûts des ateliers et des réunions, la restauration, transport, etc.
On a aussi les services achetés comme les services de consultants ou experts dans un domaine spécifique lié à la réalisation du projet et les coûts d'évaluation comme l'évaluation du projet, la gestion de sondage, etc. Et enfin, des frais généraux et administratifs directement associés à la réalisation du projet peuvent être demandés jusqu'à un maximum de 15% du montant total de fonds demandés. Et ces frais peuvent inclure, par exemple, la supervision, la tenue de comptabilité, les frais d'audit, les téléphones, l'Internet, etc. Et pour les frais non admissibles, on a par exemple les coûts liés à une aide financière directe sous forme de paiement à des personnes, des individus ou à des familles. Donc, ça peut inclure les prix, les subventions ou les bourses. On a aussi les frais liés à des activités politiques partisanes faisant la promotion directe ou indirecte d'un candidat ou d'un parti politique, les coûts d'occupation permanents, les frais pour un service couvert par les autorités sanitaires provinciales, les frais pour un service fourni par le corps médical ou des professionnels de la santé réglementés autres que des travailleurs sociaux, le soutien du déficit d'exploitation, l'achat d'un bien immobilier, le coût des boissons alcoolisées et les frais pour des lits d'hébergement ou des lits de logement de transition. Donc, ces dépenses ne sont pas admissibles. Donc, pour le processus de demande, j'espère que ça serait assez simple pour vous. Il y a un lien vers le portail en ligne qui se trouve sur notre site web dans les lignes directrices sur notre site web. Et le demandeur doit être un membre du personnel ou du conseil d'administration de l'organisme qui fait la demande et doit avoir l'autorisation de soumettre une demande. Donc maintenant, pour passer à les étapes, euh, en premier, rendez-vous sur le portail des candidatures, créer un profil ou utiliser un profil existant pour remplir le formulaire de demande en ligne. Ensuite, remplissez et soumettez le formulaire de demande et déclaration d'intérêt. Joignez vos états financiers annuels le plus récent, donc les derniers 2 ans, ou votre lettre d'explication de vos états financiers. Euh, si vous êtes un organisme nouvellement constitué, ça veut dire que vous avez moins de 2 ans. Les états financiers doivent être vérifiés si les revenus annuels sont supérieurs à 250 000. Enfin, appuyez sur Envoyer et référez-vous à nos dates limites des prises de décision pour savoir quand vous recevrez des nouvelles de votre demande. Toutes les demandes bien remplies seront suivies d'un courriel de confirmation indiquant que la demande a bien été reçue par notre équipe. Veuillez prendre note que si vous souhaitez voir les questions avant d'y répondre, le formulaire de demande de déclaration est disponible en format PDF sur notre site web. Cependant, il s'agit uniquement d'un document de référence. Nous tenons à préciser que les demandes ne seront acceptées que par l'intermédiaire de la plateforme SurveyMonkey Apply de la Fondation. Donc maintenant, pour expliquer un peu plus sur la lettre d'explication financière, la plupart d'entre vous, vous allez soumettre des états financiers, mais pour les organismes qui sont vraiment nouveaux et qui ne peuvent pas produire d'état financier, vous devez soumettre cette lettre attestant de vos capacités en matière de gestion financière et de votre capacité organisationnelle. Donc, vous devrez répondre aux questions suivantes en 300 mots ou moins. 1re question, veuillez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas de fonds disponibles. 2e question, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de fonds disponibles. 3e question, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de fonds disponibles. 4e question, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de fonds disponibles. 5e question,
pas pu soumettre d'état financier et assurez-vous d'inclure la date à laquelle votre organisation a été officiellement constituée en société. Ensuite, quelles ont été vos principales sources de revenus, c'est-à-dire l'argent que vous recevez, et des dépenses, c'est-à-dire l'argent que vous versez au cours de l'année dernière. Euh, Comment effectuez-vous le suivi et la gestion de vos revenus et dépenses? 4. Votre organisme possède-t-il un compte bancaire pour ces opérations? Si oui, veuillez indiquer le nom et le titre de la personne qui gère ce compte. 5. Y a-t-il une personne responsable dans votre organisme qui prépare, révise et approuve les rapports financiers? Ou qui est responsable de la supervision des états financiers? Et si oui, veuillez indiquer encore son nom et son titre. 6. Votre organisme a-t-il enregistré un déficit? Si oui, quel est le montant? 7. Si l'organisme réussit à obtenir du financement de notre financement, pardon, de la Fondation canadienne des relations raciales, quels seront les enjeux ou les risques et comment allez-vous les gérer? Et 8, quand prévoyez-vous d'obtenir vos premiers euh, états financiers vérifiés? Encore une fois, il ne s'agit d'une exigence qui est surtout juste pour les organismes nouvellement constitués. Et maintenant, on passe à l'aspect un peu plus technique. Première étape, vous voyez sur l'écran envoyer. Donc, vous allez appuyer sur ce bouton vert pour envoyer votre demande. Ensuite, vous allez voir demande envoyée. Donc, c'est ça la deuxième étape. Et après ça, la troisième étape où vous allez voir la date et l'heure que vous avez soumis votre demande sur SurveyMonkey. Après ça, on passe au délai de traitement. Donc, ici, je vais me concentrer un peu plus sur les dates. Donc, maintenant, les demandes sont acceptées jusqu'au 31 octobre 2024. Les décisions seront prises 5 semaines après la date limite de soumission. Les candidatures de déclaration d'intérêt retenues seront invitées à soumettre une demande complète d'ici le début décembre 2024. Après ça, ils auront 5 semaines pour soumettre leur demande complète, donc entre le début décembre et début janvier 2025. Et ensuite, les candidats retenus seront contactés au début du mois de mars 2025 en espérant que vous signiez par la fin du mois du mars. Et veuillez noter que toutes les décisions sont définitives et qu'il n'y a pas de procédure de recours dans le cadre de ce programme de financement. Pour le processus d'évaluation, les critères suivants seront utilisés par la Fondation pour évaluer toutes les demandes admissibles. La demande démontre que le projet convient à l'un ou plusieurs des thèmes du programme et atteint un ou plusieurs des résultats escomptés. Le candidat possède l'expérience, les ressources humaines et financières, la structure de gouvernance et la capacité de bien mener le projet. Et ensuite, le candidat démontre que les besoins existent au sein de sa communauté et explique comment il peut y répondre. Le candidat dispose des ressources nécessaires pour mener à bien le projet dans les délais et le budget imparti. Les activités du projet sont clairement décrites et liées aux objectifs. Le projet permet d'atteindre efficacement son auditoire, ses bénéficiaires et ses participants. Le budget proposé est détaillé, raisonnable et équilibré et tient compte aussi d'utilisation efficace des fonds. Il indique également si le projet peut se poursuivre, même si la Fondation n'est en mesure de lui allouer qu'un financement partiel. Et enfin, le candidat s'engage à remplir les conditions de reconnaissance de la Fondation.
Au-delà de ces critères, nous nous efforçons d'assurer un bon équilibre des projets en matière de situation géographique, des langues et aussi d'autres facteurs. Nous tenons à préciser que nous recevons beaucoup plus de demandes que le fonds ne peut pas satisfaire, malheureusement. Donc, comme exemple, l'année dernière, on avait 2 millions de dollars à donner, mais nous avons reçu des demandes de financement totalisant plus de 50 000 de dollars. Donc, c'est vraiment pour dire que la concurrence est forte et que lorsqu'on considère le nombre de demandes que nous recevons et que nous allons recevoir, il nous sera impossible de toutes les financer. Maintenant, on passe à l'exigence pour les candidats retenus. Donc, nous demandons aux organismes de reconnaître publiquement le soutien financier reçu de la Fondation à travers le Fonds national de lutte contre le racisme avec cette phrase. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds national de lutte contre le racisme de la Fondation canadienne des relations raciales. De plus, les candidats retenus devront remplir une entente de subvention, soumettre des rapports intermédiaires et finaux sur la plateforme SurveyMonkey et disposer d'un plan d'évaluation. Les rapports intermédiaires et finaux devront être remplis à partir des données recueillies dans le cadre du projet conformément à son plan d'évaluation. Le plan d'évaluation sera différent selon l'organisme, mais devrait permettre de rendre compte à un, des activités et des résultats du projet, deux, l'harmonisation avec les objectifs et les résultats attendus du Fonds national de lutte contre le racisme, trois, la mise en œuvre, l'impact et la durabilité du projet, et quatre, la reconnaissance du soutien de la Fondation. Et maintenant, je vais juste présenter les autres membres de notre équipe en commençant de gauche à droite avec Narges Guettat qui a parlé ce matin, gestionnaire de programme de Québec, Kevin Harrison, coordinateur régional du programme pour le Canada Atlantique, pardon, Rosalind Kang, coordinatrice régionale pour les prairies et pour Nunavut, Zera Talib, coordinatrice régionale pour la Colombie-Britannique, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest. Et ensuite, Jamal Coulmier-Boyce, qui va parler sous peu, le coordinateur régional pour l'Ontario. Donc, la fonction de ces personnes formidables est de suivre les candidats retenus dans leur région une fois le contrat signé. Et enfin, pour les questions générales et les liens importants, nous sommes à votre disposition. Si vous n'obtenez pas des réponses à vos questions lors de la séance d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse sur l'écran, bourse. Et après ça, vous pouvez aussi chercher des réponses à vos questions dans notre document des questions et réponses qui se trouve en ligne. Et maintenant, pour répondre à vos questions, nous avons la période des questions et réponses. Des questions et réponses. Rappelez-vous que nous donnerons la priorité aux questions concernant le processus de demande et les critères de subvention et que nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions en raison du temps limité. Veuillez prendre note que nous ne donnerons aucun commentaire sur des soumissions particulières en raison de capacités limitées. Donc maintenant, je passe la parole à Narges pour lire les questions que vous avez soumises dans la boîte QA. Donc, Narges, à toi. Merci Léandre. Donc, juste commencer par rappeler que vous allez recevoir la présentation, l'enregistrement et que le lien que Léandre a montré, cette page web-là contient toutes les informations, notamment les formulaires en format PDF
mais c'est à titre de référence uniquement. La demande doit se faire impérativement sur la plateforme SurveyMonkey que Léandre a présentée. Donc, Léandre, j'aimerais commencer par une série de questions concernant la distinction à faire entre organismes communautaires à but non lucratif et groupes communautaires, ce qu'on appelle en anglais les grassroots, parce que ça a créé un peu de confusion parmi les participants. Est-ce que c'est possible de donner un peu plus de spécificité sur l'admissibilité des organismes à but non lucratif et la différence de ces groupes communautaires qui ne sont pas admissibles? Oui, absolument. On savait qu'on allait recevoir cette question. Donc, je vais essayer juste de trouver, La euh, diapo. oui, la diapo et me concentrer un peu plus sur les organismes communautaires, pardon. Mhm. Juste un moment. Euh, Je peux y aller Donc, au moment. ouais. Tu as trouvé, Léandre? Oui, mais tu peux commencer. OK. Mhm. Euh, la question, c'était la différence entre un organisme à but non lucratif et un groupe communautaire, c'est ça? C'est un ça. grassroot, Un oui. grassroots. Qu'est-ce qui fait qu'un organisme soit admissible et l'autre non? En fait, les groupes communautaires peuvent déposer une demande. C'est pas qu'ils ne sont pas admissibles, mais c'est-à-dire pour les conditions en matière de contrat, de signature de contrat, et il va falloir, en un moment donné, qu'ils aient, comme on dit en anglais, un trustee, c'est-à-dire un organisme qui est inscrit, reconnu et légalement enregistré pour pouvoir recevoir les fonds et pour leur passer, en fait, c'est comme, comment je peux trouver le mot en français? Euh, C'est-à-dire un organisme trustee, un organisme qui va Un vraiment, fiduciaire. un fiduciaire, Fiduciaire. merci beaucoup, c'est ça, c'est le terme légal, c'est un fiduciaire, c'est ça, donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, ils sont pas admissibles, ils peuvent admissibles, mais une fois qu'ils ont été sélectionnés, en signant le contrat, il faut qu'il cherche un organisme fiduciaire qui va pouvoir recevoir les fonds, c'est-à-dire au niveau de l'audit, au niveau de la gestion, du niveau de l'Agence de revenus du Canada, il faut vraiment qu'il y ait un organisme reconnu. C'est ça. Mais vas-y, Léandre. Oui, juste pour ajouter, quand vous faites votre demande, je crois que ces informations doivent être très claires. Si l'organisme fiduciaire en recherche leurs états financiers et ces aspects de la demande. Merci Léandre. Donc, un organisme à but non lucratif, est-ce qu'il doit obligatoirement avoir le statut de bienfaisance, de charité pour être admissible? Non, tous les deux sont admissibles. Un organisme à but non lucratif, un organisme enregistré, tous les deux Ouais. sont admissibles Est-ce, éligibles pour déposer une demande. est-ce que c'est obligatoire que l'organisme soit national ou il peut agir sur un plan provincial, régional, local? Oui, en autant que vos activités se déroulent au Canada et bénéficient les Canadiens, il n'y a aucun problème. Donc, ça peut être national, ça peut être local, ça peut être régional. C'est juste qu'il ne faut pas que ça touche l'international. Est-ce qu'une contribution de l'organisme est demandée ou le financement demandé à la fondation pourrait couvrir 100% des frais admissibles du projet? Léandre. Oui, Narges, peux-tu répéter la question? Oui, bien sûr. Donc, l'organisation demande si euh, elle serait obligée de participer, de ramener son propre argent, ou Ah, est-ce qu'elle peut demander 100% de ses frais en subvention? oui, vous pouvez demander 100% euh, avec la subvention. Et assurez-vous que votre budget et tout et les dépenses sont admissibles.
Une Je, question concerne... ouais, excuse-moi, je vais juste ajouter une chose. Comme Léandre l'a mentionné tout à l'heure, dans les considérations au niveau de l'évaluation, il y a une question où on va vous demander, probablement dans la demande complète, est-ce que vous êtes ouvert à une subvention partielle? C'est-à-dire, vous demandez 50 000 ou bien 125 000, mais vous êtes ouvert à une demande à la moitié ou pas une subvention partielle. On peut regarder les détails et dépendamment de ce qu'on a sur place, on peut vous donner 75 000 ou 30 000, donc dépendamment des dépenses. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous assurez que vous avez des fonds nécessaires complémentaires pour mener à bien le projet. Mais vous avez aussi l'option de dire non, je suis pas ouvert au financement partiel et que là, si votre demande est sélectionnée, on va vous verser le montant total de ce que vous avez demandé. Donc, c'est très important de faire cette clarification-là. Mais vous pouvez demander pour toutes vos dépenses. Est-ce que nous devons vous fournir une procuration de notre conseil d'administration ou de notre direction si nous souhaitons déposer une déclaration d'intérêt et que que nous sommes simplement employés dans notre organisme? Donc, la personne qui va soumettre la demande, Oui. c'est ça. Donc, si la personne qui a l'autorisation de soumettre, donc, soit un membre du conseil d'administration, soit euh, un directeur ou directrice générale, euh, bon, ça c'est pour signer, pardon, ça c'est pour signer le contrat. Pour soumettre la demande, vous devrez juste vous devez être partie de l'organisation. Donc, oui, j'espère que ça aide. Donc, la personne doit avoir une autorité de signature, la personne qui dépose la demande. Une autre question, est-ce qu'il sera demandé un matching funds? Donc, encore une fois, si on exige de l'organisme de contribuer à la même valeur que nous. Non, Non. ce n'est pas exigé. Euh, ouais, donc, mais c'est comme Ibrahima vient de dire, c'est important si vous passez à l'autre étape de demande complète, il y a cette question par rapport à si vous serez en mesure de mener le projet, euh, si vous recevrez moins le montant total que vous avez demandé. Merci. Euh, Juste une confusion dans les questions. Donc, la page web qu'il faut consulter, c'est la page qui est consacrée au volet projet que j'ai mis. Vous pouvez la trouver dans les questions répondues dans la boîte questions-réponses. Oui, effectivement, la vague événements, initiative jeunesse est fermée, mais aujourd'hui, on fait le point sur le volet projet. Donc, c'est normal que le dépôt pour événements, initiative jeunesse soit fermé. Une question concernant les partenariats entre un organisme communautaire et le milieu universitaire. On nous demande s'il est préférable que l'organisme présente la demande ou l'entité universitaire. Bon, ça serait un peu plus facile si l'organisme universitaire soumet la demande avec toutes les informations. Et puis, quand il parle d'organismes qui collaboratifs, ben, ils peuvent donner la description de l'organisme communautaire. Merci. Les démarches pour ces demandes ne considèrent pas l'exercice 2024, donc l'année fiscale actuelle, je suppose. Donc, vraiment, c'est des projets qui doivent être mis en œuvre, commencer le 1er avril 2025, oui, donc l'année prochaine jusqu'au 31 mars 2026. Parfait. Est-ce qu'une coopérative de travailleurs et de solidarité peut appliquer? Euh, une coopérative de solidarité et de travailleurs. Euh, Ce- Vas-y, Narges.
J'allais dire, si ça reste un organisme à but non lucratif, on applique les mêmes règles qu'on a expliquées tout à l'heure. Voilà. Je sais que les organismes syndicaux peuvent postuler, mais les coopératives, en autant que vous ayez un statut d'organisme à but non lucratif ou organisme de bienfaisance ou groupe communautaire, mais on a parlé plutôt des exigences qui vont venir une fois que pour les groupes communautaires, vous êtes éligible. Merci. Est-ce que vous vous assurez d'un équilibre régional ou d'autres sortes de quotas d'équilibre pour éviter de financer en tout temps les mêmes organisations? Donc, je pense que Léandre l'a mentionné tout à l'heure, dans les critères d'évaluation aussi, on s'assure parce que on a un scope national. Donc, on s'assure vraiment d'avoir un équilibre, comme vous venez de le dire dans votre question, régional. Donc, il faut que mais on n'a pas de quota, on ne va pas décider que le Québec, on va allouer le Québec tant ou l'Ontario ou euh, British Columbia. Donc, non, on va juste s'assurer qu'il y a assez de subventions. On a un équilibre régional et surtout régional. Ça, c'est important pour nous. Mais il y a pas de, on n'a pas de quota. Merci, Brahima. Dans le même ordre d'idées, si nous avons bénéficié d'un autre fonds de la Fondation canadienne des relations raciales, peut-on appliquer à celui-ci? Donc, pour ça, ça dépend. Par exemple, si vous avez une initiative dans le volet événements, initiative jeunesse, vous pouvez faire une demande pour, euh, pour les projets, il n'y a aucun problème. Si vous avez un projet qui est actuellement financé par la Fondation et c'est différent de la demande que vous voulez faire, bon, vous pouvez encore postuler ou faire votre demande. Mais si c'est la même idée, le même projet et tout, et l'autre projet n'a pas, c'est pas fini, ça n'a pas été évalué, donc, non, dans ce cas, votre demande sera refusée. Merci. Euh, à quel moment recevons-nous une réponse après avoir passé la déclaration d'intérêt? Donc, je crois que c'est 5 semaines, mais c'est dans la présentation, je crois que c'est 5 semaines et c'est en novembre que vous recevrez des informations pour la prochaine étape de demande complète, de la demande complète. Parfait. Est-ce que le projet doit démarrer à l'intérieur de l'année fiscale ou il doit démarrer impérativement le 1er avril? Impérativement le 1er avril, parce que nous n'allons pas financer un projet qui est déjà en marche, qui a déjà été lancé. Donc, tous les projets qui seront financés doivent impérativement commencer le 1er avril et finir au plus tard, 1er avril 2025 et finir au plus tard 31 mars 2026. Merci. Donc, ne pas accepter le financement partiel influence-t-il la décision de la FCRR? Non, pas du tout. Pas du tout. On se base, la décision est basée sur vraiment la qualité de votre demande. En qualité, je veux dire, euh, est-ce que vos objectifs rencontrent les objectifs du Fonds national de lutte contre le racisme? Est-ce que vous avez vraiment démontré, surtout est-ce que vous avez démontré que votre organisme a les capacités nécessaires pour mener à bien le projet? Est-ce que aussi vous avez une équipe compétente? Tout ça, est-ce que vous êtes légalement reconnu ou bien si vous n'êtes pas légalement reconnu, est-ce que vous avez un organisme fiduciaire qui va vous soutenir dans la mise en place de votre projet? Donc, voilà, ce sont ces critères-là qu'on regarde. Merci. Des activités de formation sur la diversité culturelle et religieuse pourraient-elles être financées? Oui, toutes les activités peuvent être financées en autant que vos activités
rejoignent, vous aident à vraiment atteindre vos objectifs. Parce que c'est très important de faire ce lien entre les résultats attendus et les objectifs du Fonds national avec l'objectif de votre projet. Donc, il faut vraiment établir ce lien. Maintenant, les activités dans lesquelles on ne va pas subventionner, c'est ce que vous allez retrouver ça dans la présentation, c'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas éligibles. Donc, tout ce qui est éligible peut être financé. Donc, que ce soit des rencontres dans une mosquée ou dans une église ou dans une synagogue Synagogue. pour pouvoir améliorer, discuter, tout ça, c'est éligible. Merci, Ibrahima. Une personne n'est pas certaine de comprendre par rapport à qui dépose la déclaration d'intérêt. Est-ce que c'est correct si c'est un membre du personnel encore? Et on ne comprend pas quand est-ce que le membre de la direction ou du conseil d'administration intervient. Donc, c'est vraiment le membre, pardon, membre de conseil d'administration ou directeur, directrice, etc. À ce niveau, c'est pour le contrat. Mais pour la demande elle-même, ça peut être ouais, un employé qui peut remplir la demande. Il y a, je crois, à la fin, euh, c'est important que la demande soit signée et approuvée par un membre de votre équipe qui a cette autorité. Donc, à ce stade-là, euh, c'est cette personne qui doit envoyer la demande. Donc, vous pouvez remplir la demande en tant qu'employé, mais quand il s'agit de vraiment envoyer, signer et tout, c'est un membre qui a ces niveaux autorisés. Mhm. Merci Léandre. Donc une question par rapport aux dates d'exécution du projet. Comme l'un des objectifs de notre programme, c'est l'éducation, on nous demande s'il est possible de déposer une demande qui serait réalisée sur l'ensemble d'une année scolaire et qui se termine donc en juin 2026, ce qui dépasse le délai. Ah, Ibrahima. C'est très important, c'est vraiment important de respecter ce cadre bien défini parce que, il y aura aussi, après la fin du 31 mars, vous pouvez avoir 2 mois, mais ces 2 mois-là, c'est vraiment pour vous aider à finaliser votre rapport final et recevoir votre dernier paiement, si une fois que vous êtes accepté. Mais il y a des cas où on peut, dépendamment des choses, parce qu'on propose après, une fois la mise en place, durant la mise en place du projet, il y a des problèmes, il y a des retards, on peut faire des ajustements, vous pouvez demander une extension qui va aller jusqu'au maximum 1 mois pour réaliser les projets, mais pour aller de mars jusqu'en juin, je pense que c'est trop long. Donc ça rentre pas vraiment dans le cadre de faisabilité des projets. Mhm. Merci Ibrahima. Pour une université, est-ce le professeur candidat qui dépose ou son bureau de recherche? Donc, je suppose que c'est au nom de qui la demande est faite, au nom de la personne du professeur ou son bureau de recherche. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que nous, les personnes, ils n'existent pas. Donc, nous, on évalue des organismes. Donc, la personne qui est derrière, sauf que la personne qui doit signer la demande, doit avoir, comme Léandre l'a expliqué tout à l'heure, doit avoir ce pouvoir de signature. À part ça, la personne qui demande, là, il peut venir de l'université, il faut qu'il soit un membre reconnu ou bien un membre du CA de l'organisme, c'est sûr, il ne faut pas... oui. Donc, la personne, ça importe peu, mais l'organisme qui soumet la demande, ça doit être dans la liste des organismes qui sont éligibles à demander, à faire une demande. Maintenant, si il y a un institut de recherche qui est rattaché à une université qui a
son propre CA, qui a ses propres états financiers, qui a sa propre structure, peut faire une demande. Mais si son CA relève de l'université, ses états financiers relèvent de l'université, je conseillerais à ce que c'est l'université qui fasse une demande. Parce que nous, on va évaluer les organismes, les états financiers reliés aux organismes ou bien les institutions, mais pas les personnes. Mhm. Merci Ibrahima, nous arrivons à la fin de notre temps. Il reste des questions non répondues. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de toutes les traiter, mais je laisserai Léandre rappeler l'adresse courriel à laquelle on peut faire des suivis et poser les questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui. Oui, donc vous pouvez nous contacter à l'adresse bourse arobase crrf-fcrr.ca si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Et maintenant, j'ai passé la parole à Ibrahima pour clôturer la session. Merci beaucoup d'être là, d'être venu. Encore une fois, cette présentation a été enregistrée et puis nous ferons de notre mieux avec l'équipe des communications pour mettre ça sur le site web. Et puis aussi, les diapositives vont vous être envoyées avec le lien de l'enregistrement. Vous pouvez revoir cette présentation et revoir les diapositives. Et en écrivant votre demande, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse de courriel que Léon vient de mentionner. Et voilà, ce qu'on est là. On aimerait vous aider. On aimerait, il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce qu'on peut avoir parlé, avoir une rencontre. Malheureusement, vu la capacité et le nombre qu'on reçoit, on ne peut que répondre par courriel. Mais on vous garantit que si vous posez une question, on vous donne 24 à 48 heures pour répondre. On a une équipe dédiée à revoir cette boîte de courriel pour pouvoir répondre à toutes les courriels pour vous aider à pouvoir déposer votre demande à temps. Sur ce, nous vous souhaitons bonne chance et puis merci encore et puis à très bientôt.